Bon, ce n'est plus un secret pour tous ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne, je déteste la saison 5. Et voyant que j'étais en train de péter mon crâne pendant la diffusion de la série il y a maintenant 2 ans, en version japonaise, on m'a fortement conseillé de lire le manga, qui apparemment était mieux. Et j'avais des doutes, parce que tout ce que je savais sur le manga à l'époque, c'est que les anciens personnages et les bleeders de légende, c'était pas 8, dans le manga, ils sont 15. Je me suis dit, bon, c'est une blague, c'est un troll. Mais bon, j'avais quand même un peu confiance. J'ai réussi à réunir la collection du manga entre Vinted et la Fnac, et j'enchaîne les tomes, voilà, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver du tome 16, qui démarre l'histoire des frères Asahi. Et... bon, disons qu'il y a des choses à dire. Comme pour la vidéo sur Gwen, j'utiliserai les noms japonais des personnages et des toupies, parce que là encore, les traducteurs se sont encore emmêlés les pinceaux. Et ça ne va pas s'arranger. Parce qu'à partir du tome 19, donc l'arc de Belle sur DB, les mix japonais-français se font encore plus ressentir. Donc dans cette première partie, j'apporterai de l'histoire, et seulement après, j'apporterai des détails et des anecdotes pour éviter de vous perdre en chemin. Donc cette vidéo va spoiler la saison 5 de l'anime, et les tomes 16, 17 et 18 du manga. Installez-vous confortablement, oubliez tout ce que vous savez sur l'anime de la saison 5 Super King Surge, et laissez-moi vous raconter en détail l'histoire de Hyuga Asahi et Hikaru Asahi. Bon visionnage. On démarre peu de temps après que les systèmes Super King aient été créés par Drum, Valt et Gwen. On nous présente nos héros, Force Rouge et Force Bleue, qui regardent une présentation à la télé du système par Valt et les frères Kiyama. Inspirés, ils se créeront par la suite leur propre toupie, Super King, Super Hyperion et King Helios, et iront défier tous les clubs du coin. Contrairement à l'anime, les frères Asahi ne font pas partie du club des Bombers, les Comètes en VF, et justement, c'est ce club qu'il leur reste à défier, et seront accueillis par Rantaro et Oranjiro qui attendaient justement leur arrivée. Un combat en 2 contre 2 démarre, mais Hyuga et Hikaru n'arrivent pas à s'entendre. Les frères Kiyama vont alors en profiter pour leur lancer des petites piques. Rantaro, tu perds ton temps, ils ne sont pas dignes de t'affronter s'ils ne s'entendent pas de base. L'aîné est un beau parleur, mais sur Stadium il n'y a plus personne. Le cadet a de l'énergie à revendre, mais il ne réfléchit pas. Bref, ils sont aussi nuls l'un que l'autre. Les frères sont remontés à bloc et parviennent à gagner par sortie d'arène en utilisant le Twin Strike. Peu après, des types en noir sortent d'une limousine pour embarquer les gamins. Rien d'inquiétant, c'est juste qu'ils ont été recommandés par Rantaro pour intégrer un tout nouveau classement mondial des meilleurs joueurs à l'international. Ce classement est présenté par le président actuel de l'Association mondiale de Beyblade, Wakiya, et est séparé en 4 classes. La classe C, la plus basse, la classe B, la classe A et la classe S, où se trouve le Blader de légende. Donnant naissance au nouvel objectif de nos héros, intégrer la classe des légendes, et non surpasser les légendes comme dans l'anime. Gardez cette différence en tête pour la suite, c'est important. Dès départ, Hyuga démarre 487ème de la classe C et Hikaru 285ème de la classe B, ce qui crée déjà une différence de niveau entre les deux bladers, et aussi une dispute, où Hyuga ne comprend pas pourquoi il est classé moins bas que son frère, et ce dernier lui reproche de ne jamais faire d'efforts et qui passe son temps à le copier. Hyuga frustré va enchaîner les combats, mais aussi les défaites, et va tomber à la toute dernière place du classement, là où Hikaru est déjà placé 98ème de la classe B. Hikaru voyant que son frère galère, et qui s'apprête à participer à une Battle Royale à 4, essaie de lui donner des conseils, mais Hyuga refuse de l'écouter, toujours frustré de leur dispute. Les 3 adversaires commencent à se moquer des Forces Rouges, et Hikaru se met à hurler « Je t'interdis de te moquer de mon frère, sa place dans ce classement ne reflète pas sa véritable valeur. Si stabilise sa main gauche, il peut faire des tirs surpuissants. » Et en suivant ce conseil, Hyuga va réussir une propulsion foudre, et remporter le combat et se hisser à 300ème place de la classe B, en remerciant au passage son grand frère de l'avoir aidé. Mais pendant ce temps, un Mystery Blader vient de passer de la 481ème place de la classe C à la 5ème place du groupe A. Sa toupie est First Uranus, son nom, Lane Valhalla. Hyuga et Hikaru se mettent en tête de défier un blader de légende pour monter plus vite dans le classement, et avec un forcing, Cisco va accepter et sans jeu de mots, il va rouler sur Hikaru. Et le tome 16 se termine sur les frères qui se promettent de devenir plus forts, et à travers leurs défaites et de repousser leurs limites. Tome 17, Force Rouge et Force Bleue veulent s'améliorer et maîtriser la propulsion foudre. Ils se mettent donc en tête de devenir des disciples de Valt, et pour ça ils décident d'aller à Barcelone en demandant gentiment à leurs parents de payer les billets à destination de l'ABC Sol. Ouf. Une fois sur place, ils tombent sur Valt et Frick en train de se combattre. Valt accepte de les entraîner et leur fait passer son entraînement quotidien, à savoir essayer de choper un cafard dans la cuisine, ce qui est très crade même pour la blague, pêcher au bord de l'eau et tenir sur un poteau avec Frick. L'objectif de tout ça, c'est de renforcer le poignet pour avoir l'impulsion nécessaire pour réaliser une propulsion foudre. Hikaru y parvient, mais pas Hyuga. En fait, le truc avec lui, c'est que c'est un compétiteur né, et se concentre uniquement pendant les combats. C'est pour ça que Hikaru propose à Valt d'affronter Hyuga, et parvient à faire la propulsion foudre, et le combat s'achèvera sur un match nul. Après cette petite escapade, ils vont rejoindre Valt à une réunion rassemblant tous les bladers de légende, réunion à laquelle Free et Shu seront absents. Pour ça, la raison est toute simple. Lane a vaincu Free par chaos explosif. Wakiya a reçu une vidéo de combat où Mirage Fafnir n'arrivait pas à Spinesti Uranus.
Mais ce n'est pas tout, il a aussi battu Kurtz, Boa et Gazem, qui sont respectivement les 2e, 3e et 4e de la classe A. Il a de grandes chances qu'il se soit mis en tête de vaincre toutes les légendes. Louis décide d'aller de ce pas affronter Lane sur son île, sauf que, surprise surprise, Lane a déjà fait évoluer Uranus en variante Lucifer. Selon Lane, il a créé cette évolution pour que cette toupie puisse contenir la puissance de son aura. L'aura dans le manga, c'est l'équivalent du flair ou de l'éclat dans l'anime. Et son objectif est de trouver un adversaire suffisamment fort pour encaisser sa puissance. Val, qui assiste au combat avec Hyuga et Hikaru, précise que Rage Longinus est la toupie la plus dévastatrice parmi les bleeders de légende, et ce même si lui n'est, entre grosses guillemets, que le 5e du classement. Ce à quoi Val répondra, ce classement n'est pas forcément représentatif de la réalité, à retenir pour la fin de la vidéo. Pour ce qui est du combat, il se déroule exactement de la même façon que dans l'anime. Longinus essaie d'écraser la barrière de Lucifer contre le mur, et s'est fait exploser par la Variant Wall. Et alors que Hyuga et Hikaru se chauffent, ils défient Lane, mais lui leur dit très clairement qu'ils n'ont aucune chance car, et je cite, « La source de la force de Lane, c'est sa fureur et son absence du moindre scrupule, ce que Free et moi nous avions en nous et qui nous avons perdu, référence à Louis et Free au début de l'arc du manga God Evolution. » De retour à la BC-Salle, les frères Zai croisent Delta. Ils veulent l'affronter, ce dernier refuse, mais Vat lui redemande gentiment, et comme Delta a une dette envers Vat, il accepte. La dette en question, c'est aussi une référence, quand Vat est venu remonter le moral à Delta, après que Diabolos ait été détruit par Arthur, ce qui amènera à la naissance de Master Diabolos. C'est un événement qui est présent et dans le manga et dans l'anime. Bref, toute l'idée de cette rencontre avec Delta, c'est d'apprendre aux frères Asahi d'avoir une stratégie de combat. Le premier combat oppose à King Helios de Hikaru à la Death Diabolos de Delta. Ce dernier va venir saper l'endurance de Helios grâce aux petites lames violettes sur son ring, et va gagner par cas explosif avec son attaque Death Upper. Second combat, c'est au tour de Hyperion, mais la toupie de Delta est un peu différente. Oui, dans le manga, Delta possède 2 toupies, Death Diabolos et Abyss Diabolos, les toupies rares du Random Booster volume 21. Même couleur, même combo. Là aussi, même scénario, lame violette qui flingue l'endurance, Abyss Press, chaos explosif. Hikaru va combattre à nouveau en réfléchissant à une stratégie. Utiliser le mode défense de sa toupie pour annuler les attaques de Diabolos et riposter en accélérant avec son driver. Étant toujours aussi chaud pour affronter Lane, ils suivront une série d'entraînements afin de synchroniser leur style de jeu pour pouvoir espérer de vaincre le leader du Soleil Noir, qui s'en fout complètement de faire un 2v1 d'ailleurs. Leur combat commence, et même en étant le plus synchro possible, le Variant Wall est beaucoup trop fort. Les deux toupies se font repousser, Hyperion est sur le point de sortir, mais Helios parvient à la frapper pour la faire revenir dans l'arène. Ils unissent leur force une fois de plus, et le Twin Strike parvient à refermer la barrière. Dans le même temps, Shu rejoint les autres légendes qui regardaient le combat, et explique qu'il a entraîné Lane et qu'il a très vite assimilé toutes les informations qu'il a apprises. Même si les frères Asahi semblent avoir l'avantage, ça sent la merde pour eux. Dans un premier temps, Lucifer parvient quand même à encaisser les attaques des jumeaux solaires grâce au métal situé au centre de sa toupie. Pour rappel, Lucifer est type défense, son chip a du métal au centre. Ensuite, Lane s'enflamme encore plus et révèle une puissance incommensurable et riposte avec une technique que vous connaissez très bien, le Counter Break. Oui, il peut reproduire le crochet offensif de Shu. Hyperion et Helios sont sur le point de s'arrêter, mais Lane, complètement déchaîné, envoie sa toupie à fond de balle sur Hyperion, et Helios intervient afin de protéger son frère, mais finira par être brisé en deux. Oui, encore une fois, on a une grosse différence avec l'anime. Dans l'anime, les deux toupies se sont brisées par Lucifer, dans le manga, seul Helios sera victime d'une destruction, et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, le manga va prendre une direction complètement différente de ce qu'on a vu dans l'anime. Côté backstory, on est sur quelque chose de quasi identique à l'anime. Shu voulait aider et entraîner Lane pour lui apprendre à canaliser sa grande puissance, mais il a accidentellement fini par créer un, entre guillemets, nouveau Red Eyes, qu'il essaie d'arrêter à tout prix. Pour vous dire à quel point Lane est inarrêtable, on nous dit qu'il a brisé la Shelter Regulus de Ruwei et la Blast Genus de Joshua. Le chapitre suivant est un petit combat de chill entre Hyuga et Drum, qui se sont rencontrés lors d'un tournoi local, et ça a permis de montrer que Hyuga peut aussi parfois faire les stratégies. En gros, il n'arrivait pas à repousser les lames ressorts de dragon, donc il a esquivé une des attaques pour que Tempest se tape le mur et referme ses ailes, et Super Strike, il a gagné. Voilà. Donc on revient du côté de Lane à pareil cette fois-ci. Il continue à tout péter et se fait défier par Shu. Shu est persuadé que Lane retrouvera ses esprits s'il subit une défaite, donc il envoie Ward Spriggan en rotation gauche pour tenter d'outrepasser la barrière. Mais encore une fois, Lane sera un move exclusif au manga. Vous vous rappelez que les lames de 2 Defense, son châssis, sont en caoutchouc. Oui, encore une fois, Lucifer va nous surprendre et va littéralement spister Spriggan et l'éjecter avec les Variant Wall. Manche suivante, Ward est à rotation droite, mais cette fois-ci son châssis est en mode défense, donc en rotation libre. Ça va épuiser la barrière et il va apporter le coup de grâce avec le counter break. Lane va perdre, mais sa rage, elle, ne disparaîtra pas pour autant. Quant aux Asahi, ils décident de faire évoluer leur toupie, et Hyperion Burn et Helios Volcano verront le jour. Fin du tome 17.
Pour la dernière partie de l'histoire, nos héros essaient de retrouver la maison d'Aiga pour aller l'affronter. Bon, ils se perdent avant, et se font sauver par Aiga, parce qu'un sanglier géant les avait attaqués. Le combat commence, et bon, ça part mal, Hyuga manque de confiance en lui, à cause de sa défaite contre Lane, et rate l'activation de son limit break. Hikaru veut montrer l'exemple à son petit frère, et va lui expliquer qu'il faut que son lien avec Satopi soit au max pour activer le limit break, et grâce au limit break Volcano, Hikaru va réussir à exploser Infinite Achilles Sword. Oui, dans le manga, il n'y a pas Infinite Achilles Shield, Aiga ne voit un chapitre. Dommage. Suite à ce combat, Hikaru finit premier de la classe B et Hyuga 110ème de la classe B. De retour à la BC Sol, il décide de défier Free, Valt, Cisco et Rantaro en Battle Royale. Une fois de plus, pour Hyuga, c'est la catastrophe. Il échoue active son limit break encore une fois, car Satan le repousse avec ses roulettes et l'envoie sur Fafnir, qui est le Smith Steel. Et alors que Hyperion sur le point de s'arrêter, Brave va tirer l'éjecte et éjecter Fafnir en passant, parce que son driver s'est éveillé. Helios repousse les adversaires restants avec son limit break, Valkyrie explose Ragnarok, et Helios explose Satan. Et Helios parvient à survivre grâce au Speed Steel, et grâce à ça, Hikaru passe immédiatement à la première place de la classe A. Son ascension ne s'arrêtera pas là, parce que juste après, on le voit participer à un tournoi où il bat le deuxième de la classe A, Fubuki, oui celui de Chozed, et il intègre la classe des Legend Bladers, tout en continuant à soutenir son frère, qui galère à progresser. Donc là, à ce moment de l'histoire, Hikaru est un Legend Blader. Et pendant qu'il s'entraîne à la plage, Shu vient leur annoncer qu'il allait combattre Lane à nouveau. En fait, Shu vient se confesser auprès des frères Asahi, comme quoi il s'est trompé dans sa façon d'entraîner Lane. Il a toujours tout fait pour lui faire comprendre que le Beyblade est formidable, mais, et je cite, « Le véritable enseignement, on ne le reçoit pas de quelqu'un, on l'acquiert soi-même. » Shu est maintenant persuadé que les frères Asahi deviendront les rivaux de Lane, mais dans le même temps, il va perdre son combat contre Lane. Le Blader du Soleil Noir est maintenant deuxième de la classe des Bladers de légende, Hikaru et Hyuga sont motivés comme jamais pour l'affronter. Mais Hikaru ira l'affronter en combat singulier, comme Hyuga ne maîtrise pas encore ses limit break burn. Sauf que Lucifer, elle a aussi évolué, Lucifer The End, et possède aussi son propre limit break. Pour rappel, le limit break de Lucifer permet à Lucifer de s'abaisser d'un coup et de devenir complètement rotation libre. Pendant le combat, les attaques de Volcano seront complètement inefficaces, même avec son propre limit break, et Hikaru va perdre par arrêt de rotation. Lane est complètement déçu de ce combat, il va prendre Hikaru par les cheveux et lui dire sans aucun tact « Tu sais quoi, tu ferais mieux d'arrêter le Beyblade ». Et de retour au Japon, Hikaru est introuvable. Hyuga a passé la journée à le chercher en vain, il se croise le soir en rentrant de l'école, et notre force bleue a fait son choix, il a arrêté le Beyblade. Effectivement, on ne reverra plus Hikaru combattre à partir de là, et se mettra à pratiquer le football. Et ceci est l'élément déclencheur de la fin de l'arc Super King du manga. Hyuga se retrouve sans modèle, sans partenaire d'entraînement, et surtout se retrouve seul dans la passion qu'il partage avec son frère. Force Rouge va prendre la décision d'aller défier Lane et de le battre pour que Hikaru retrouve la flamme de combattre à nouveau. Il va demander de l'aide auprès de Rantaro, Valt et Dyna pour s'entraîner. Dyna qui effectivement possède sa toupie Road Sizer, toupie rare du Random Booster 23, même couleur même combo là aussi. Et le problème de Hyuga, c'est qu'il perd complètement ses moyens pendant l'entraînement. Il a peur de perdre son combat contre Lane, car Hikaru ne pourrait potentiellement plus jamais rejouer au Beyblade s'il voit son petit frère se faire défoncer par Lucifer comme ça lui arrivait avant. C'est un combat qu'il ne peut pas perdre, mais là encore, il manque de confiance en lui. Mais grâce au soutien des Bladers de légende, il a peut-être trouvé un moyen de vaincre Lucifer. Le jour du combat final arrive, Hikaru regarde le combat vite fait alors qu'il allait rejoindre ses amis au football, et Hyperion et Lucifer s'élancent dans l'arène. Lane active son limit break et repousse Hyperion contre un mur, qui revient à la charge avec son limit break, façon propulsion ailée. Lane va contre-attaquer en accélérant grâce à la rotation libre de ses toupies et grâce au mur. Grosso modo, il va refaire la super attaque tempête de Wyvern, de la saison 2. Et il va exploser Hyperion. Hyuga n'est pas pour autant découragé et va apporter une modification à la pointe de sa toupie. Il va retirer le Exit Chip de son driver et y poser le Zone Chip de la toupie de son frère. Oui, Exit Dash plus Z. Grâce à ça, il va pouvoir rentrer en résonance avec Hyperion et Helios, et Hyperion Burn va maintenant gagner en vitesse d'attaque barrage grâce à la rotation libre que lui confère le Zone Chip. Lane va activer son limit break à nouveau, mais Hyuga décide d'activer le sien juste après, ce qui va permettre de s'attaquer Lucifer depuis les airs et la faire exploser. Il y a égalité 2 à 2. Lane commence à ressentir une sensation étrange après avoir subi cette défaite de manche. Lucifer ira lui-même lui demander s'il commence à être en difficulté face à un gamin qui n'est même pas une légende. Oui, Lucifer part dans le manga. Et Lane va démontrer l'étendue de sa puissance, car pour la dernière manche, il va réussir à dévier l'attaque aérienne de Hyperion. Oui, Lane n'est pas du genre à se laisser avoir 2 fois par la même technique. Il va carrément tenter de briser Hyperion en la collant contre le mur, ce qui va refermer les ailes de son limit break. Et alors que les deux toupistes sont envoyés dans les airs, Lucifer est prêt à redescendre pour porter le coup fatal.
Hikaru, qui a fait le trajet jusqu'à l'arène, hurle à son frère qui va reprendre le Beyblade et qui ne doit pas lâcher. Hyuga reprend du poids de la bête, sa toupie va heurter le sol, réactiver à nouveau son limit break et réaliser une puissante attaque ascendante et exploser Lucifer. Cette victoire va lui permettre de se hisser à la 17ème place des Bladers de légende et de retrouver son frère dans la passion qu'ils partagent. Les toupies des adversaires qu'affronte Hyuga, la Battle Royale là, quand elle était dernière de la classe C, sont des easter eggs posés par l'auteur. En regardant bien, on peut reconnaître la Flare Ashura du Random Booster volume 16, la Iris Bahamut du Random Booster volume 18, et la Judge Pegasus du Random Booster volume 17. Là aussi, même couleur, même combo. En parlant de combo, dans l'anime, Force Uranus possède les mêmes combos que Variant Lucifer, avec un prototype de son châssis True Defense, elle n'a pas encore ses lames. Dans le manga, Uranus possède le driver Mobius, le disque Wheel et le châssis One Defense. C'est le combo conseillé par Takara au dos de la boîte du B00 de Force Uranus. À propos d'Uranus, beaucoup de fans pensent qu'il s'agit de la toute première toupie Super King à avoir chronologiquement vu le jour dans le manga et dans l'anime. Bien que le manga ni l'anime ne mentionnent jamais ces détails, on a quelques éléments qui vont dans ce sens. First en anglais signifie premier, et son nom Hasbro est origine. Et Uranus a été imaginé par Takara comme étant une sorte de prototype à Hyperion, Helios et Lucifer. Donc peut-être que c'est la première, on ne sait pas, on ne saura jamais, et on se c'est pas si important que ça. Harry, le fameux hérisson de Lane, qui a droit à son propre t-shirt officiel, existe dans le manga. On l'aperçoit dans le Yonkoma du tome 18. Et que dire de plus sur l'histoire du manga Super King? C'est simple, hein, c'est meilleur arc que du manga. Genre, c'est difficilement discutable pour le coup. Dans ma review finale de Burst, je vous avais dit que je pensais que le thème des frères Asahi était le travail d'équipe. En fait, l'auteur précisera dans le tome 19 que leur thème est l'amour fraternel. Et c'est chaud de se dire quand même que même l'anime a raté ça. Alors déjà, je suis complètement biaisé dans mon argumentaire, parce que l'amour fraternel est un thème que j'aime beaucoup en fiction. C'est pour ça que Fullmetal Alchemist est mon manga préféré, et que j'aime beaucoup les films de la Reine des Neiges 2. Rigolez pas, hein. Hormis le côté princesse et chanson qui rentre dans la tête, le film de la Reine des Neiges 2 est vraiment très bon. Tout ce que fait Hikaru dans la première partie de l'histoire, il le fait pour son petit frère, pour lui montrer l'exemple, et Hyuga s'inspire de son frère pour devenir plus fort, même si la différence de niveau entre les deux va créer une frustration chez Hyuga. Frustration qui va s'amplifier quand Hikaru va arrêter le Beyblade. Leur rôle des personnages principaux est très bien respecté, car leurs objectifs sont connectés l'un à l'autre. Le développement de Hyuga ne peut pas fonctionner sans Hikaru, et vice versa. Cette mise en avant de protagonistes est possible grâce à la gestion des anciens personnages. Je l'ai dit et répété à l'époque, l'un des gros problèmes de Super King, Surge en animé, c'est que les nouveaux personnages sont complètement éclipsés au profit des anciens personnages, que les scénaristes ont mis en avant comme pas possible, à coup de références forcées et inutiles à foison. Surtout pour Valt, parce que c'est Valt. C'est Ready Player One pour les fans de la saison 2. Ce qui fait la force de Hiro Morita, c'est qu'il prend le temps de se focaliser sur ses nouveaux personnages, tout en faisant du fanservice avec les anciens, mais du fanservice dosé. Le fanservice en soi n'est pas une mauvaise chose, tant qu'il est bien géré. Into the Spider-Verse est un parfait exemple. Mais quand on en abuse et qu'on fait un nappe avec, on se retrouve avec une série ennuyeuse, sans scénario, qui enchaîne les références sans réfléchir. J'ai longtemps comparé Super King à Power Rangers Super Mega Force, mais Super Mega Force, au moins, il y avait un semblant de scénario. Super King, il se passe rien, c'est vide. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai mentionné les 15 Bladers de légende, au début de la vidéo, j'ai fait exprès de ne pas détailler le classement, parce que les mangaka s'en branlent totalement. Le classement des légendes dans le manga existe uniquement parce qu'il fallait rendre tout le concept du classement international cohérent. Je sais que beaucoup d'entre vous cherchent encore à savoir qui est plus fort entre lui ou Free, mais spoiler alerte, hein, on s'en bat les couilles. On connaît le classement des légendes au début, mais à la fin on sait plus trop qui est placé où. Logiquement, les Bladers de légende qui perdent devraient descendre, et ceux qui gagnent devraient monter, on sait pas et on s'en fout. C'est pas important à l'intrigue. Le classement des 15 est présenté dans un chapitre bonus, et tous les Bladers de légende qui n'ont pas de toupie Super King apparaissent dans 2 cases, avec grand max 3 mots de dialogue. Gwen, par exemple, hein, on le voit, il dit rien. Et concernant Wakia, on ne sait même pas s'il possède Jet Wyvern, vu que cette toupie est sortie quand le manga Super King toucha à sa fin. Encore une fois, Osef. Tout est concentré sur les frères Asahi et Lane. Et en passant, pour ceux qui demandent pourquoi Fight est une légende, retenez juste que dans le manga, il n'est pas du tout méchant. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, qui lui sera dédiée. Par ailleurs, j'ai vu beaucoup de fans dire que Lane était mieux écrit dans le manga que dans l'anime. Pour le coup, il est identique dans les deux médias. Sa progression est quasiment la même, il n'y a que son combat final qui change, et effectivement, oui, l'auteur se fait plaisir en le dessinant comme étant un monstre terrifiant. De toute manière, Morita-san adore dessiner ses méchants comme des monstres de puissance, un style qu'on ne retrouve pas dans l'anime, peut-être par choix, on ne saura jamais. Autre ajout avec Lane, c'est un chapitre bonus du tome 19, qui sert d'épilogue à Super King,
où Lane retrouve Shu en lui expliquant que la rage qui le consommait a disparu après son combat final contre Hyuga, et qu'il se sent comme vide. Shu va s'excuser auprès de Lane car il voulait absolument trouver un rival à son élève pour qu'il comprenne l'essence du Beyblade, mais étant son mentor, il ne peut pas être son rival en même temps, ça marche pas comme ça. C'est pour ça que la rage de Lane n'a pas disparu quand Shu l'a battu, au contraire. Lane va reconnaître que Hyuga a progressé dans le seul et unique but de le vaincre, et l'accepter, ainsi comme son propre rival. Lane va alors redemander à Shu de reprendre comme élève, afin de continuer à apprendre pour pouvoir réaffronter Hyuga à nouveau. Et en lisant le manga, je me suis rendu compte que les scénaristes de l'anime n'avaient dès le départ aucune intention de se préoccuper des frères Asahi. Tout ce qu'ils voulaient c'était forcer le fanservice à fond, parce que c'est son anniversaire. Ce qui m'amène à une question, est-ce que l'anime Super King aurait été bien reçu si l'histoire proposée s'est rapprochée plus de celle du manga? Et ma réponse est... non. Déjà, n'oublie pas que toute la communication sur Twitter était absolument affreuse, parce qu'ils disaient déjà le retour des anciens personnages en saison 5, alors que la saison 4 entamait à peine son arc final. Et ensuite, imaginez un peu, une saison de burst où des anciens personnages reviennent, mais sont relégués au second plan au profit de nouveaux personnages. Nouveaux qui seront au centre même de leur propre histoire, et qui par moments seront destinés à vaincre les anciens. Ça a été fait, ça s'appelle Dynamite Battle. Saison qui est considérée par beaucoup comme étant la pire saison de Burst. Et pour ce qui est du manga DB, on peut pas trop en parler parce que le tome 20, le tome final, n'est pas encore sorti en France. Après, comme je l'avais dit, dans ma revue finale de Super King, tout n'est question de point de vue. Je peux comprendre que des gens adorent l'anime saison 5, juste pour le retour des anciens personnages. Mais c'est pas vraiment à ça que je m'attendais quand on parlait de saison anniversaire. Et voilà, on arrive à la fin de cette longue vidéo. J'espère que ça vous aura plu de m'entendre dire du bien de Super King pour une fois. Et depuis le temps que je voulais en parler. Pour le prochain sujet de vidéo, j'hésite entre Shu et Faye. Je ne sais pas trop quel choisir en premier, dites-le moi en commentaire. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. C'était Playmaker, je vous souhaite de très bonnes vacances d'été, et je vous dis à la prochaine.